Dans les maternelles d'Afrique, on parle aussi de sujets de santé mal connus. Allez, pour en savoir plus, suivez-moi. Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour échanger sur les accouchements insolites. Puis, les enfants de la récré nous diront qui est leur héros préféré. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, où nous recevons Sylviane Hamon. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à Anjou qui nous écrit depuis Casablanca au Maroc. Qu'est-ce qu'elle me dit? Coucou Angela, je suis enceinte de 5 mois et je mange tout le temps. J'ai tout le temps faim et j'ai peur de prendre trop de poids. Comment faire? Ah, Anjou, tout ce que je peux vous dire, c'est que même moi qui ne suis pas enceinte de 5 mois, j'ai faim tout le temps, je mange tout le temps. On a posé la question à notre nutritionniste, le docteur Aminito, et il nous dit en fait que c'est normal que vous ayez faim tout le temps parce que vous êtes dans votre deuxième trimestre de grossesse. Et donc là, vous êtes en pleine effervescence d'hormones et vous avez toujours cette sensation de faim. Il faut savoir que vous avez besoin uniquement de 150 kilocalories par jour en plus de ce que vous mangez d'habitude. Donc en fait, l'astuce et la solution serait de séquencer et de fragmenter vos repas et de vous concentrer sur des aliments rassasiants. Donc au lieu de manger 3 gros repas par jour, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, vous faites ces 3 repas-là, mais entre chaque repas, vous prévoyez des encas. Dans les aliments rassasiants, on retrouve donc les amandes, on retrouve également donc les pistaches, vous voyez, toutes ces graines-là qui sont riches en fibres et riches en protéines. Vous avez également les yaourts, les fromages, qui sont riches toujours en protéines et en calcium. Quand j'étais enceinte, j'aimais bien de temps en temps me faire un petit encas à base de carré de chocolat. Ah, en parlant du chocolat. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un focus sur le cacao. Vous voyez là, donc j'ai du cacao, c'est la cabosse, à l'intérieur de laquelle on trouve la fève de cacao, et c'est sur la base de cette fève-là que l'on va pouvoir transformer et faire de la poudre de cacao. La poudre de cacao qui nous permet donc de déguster le bon chocolat que nous aimons, donc gâteau au chocolat, tout ce qu'on trouve à base de chocolat. Alors ce qui est super avec la poudre de cacao, c'est que vous y retrouvez du magnésium, du potassium. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour l'énergie. Et on y retrouve aussi du zinc. Et vous savez que le zinc, c'est très bien pour lutter contre la fatigue. Donc, voici encore un exemple d'encas très bien pour vous. Un yaourt avec saupoudré de poudre de cacao. Et là, vous avez le super encas du matin ou du goûter. Si vous aussi, vous souhaitez que je réponde aux questions sur l'alimentation ou si vous avez des recettes à partager, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Alors, vous savez quoi? Je me souviens de l'histoire. Vous savez, il y a des vidéos qui circulent beaucoup sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et je me rappelle avoir vu une vidéo d'un couple dans la voiture. Je ne sais pas à quel moment le monsieur a pu à la fois mettre ses mains sur le volant et puis sortir son téléphone. Et il y a cette femme-là qui était là avec son énorme ventre. Il va sortir. Je dis, il va sortir. De quoi il parle? De quoi il parle? Et puis là, tout à coup, le bébé qui sort. Je dis, ça là. Moi, ça n'a pas été possible. Le bébé est sorti, elle a sorti le bébé, elle a posé sur son ventre comme ça. Et puis ils sont allés tranquillement là, à l'hôpital et puis voilà. Moi, ça n'a pas été ça. Moi, c'était hôpital à chaque fois. À chaque fois. Donc aujourd'hui, je reçois Laura. Laura, vous avez 33 ans. Vous êtes la maman de Liam Jayden qui a 3 mois. Félicitations. Merci beaucoup. Je reçois également Césaria, vous avez 23 ans. Vous êtes la maman de Maëlys qui a 2 ans et demi et Alicia qui a 6 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Je reçois également Jean-Charles Wonia, vous êtes maïeuticien, vous êtes sage-femme. Je vous appelle donc tonton sage-femme. Merci d'être venu nous éclairer avec votre expertise. Merci. On va commencer avec vous, Laura. Laura, donc, vous êtes enceinte de combien de semaines au moment où vous avez senti que c'était le moment ou qu'il y avait quelque chose qui se passait là? J'étais à 38 semaines. C'était à 38 semaines. Ouais. Bon, donc vous étiez proche du terme. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma première grossesse.
On m'a dit non, les seins sont de fortes contractions, tu vas avoir de fortes douleurs. Donc moi j'attendais les fortes douleurs. À 6, 7, 8, ma soeur me dit, ça va? Tu te tords un peu? Je dis oui, j'ai des petites douleurs, mais ça va, c'est gérable. Faut qu'on parte. Je dis non, on va attendre un peu. Il n'y a rien, c'est gérable. Elle me dit non, faut qu'on parte. Donc elle appelle un taxi. On va. Et en chemin, toujours des douleurs supportables. C'est comme s'il y avait une pression au fait. L'enfant voulait venir. Elle me dit, il faut que tu gères, il faut qu'on arrive à l'hôpital. Il ne faudrait pas que tu accouches dans la voiture, ce n'est pas possible. Pourquoi? Je lui dis, mais ce n'est pas de ma faute. Je me soulage au fait. Le chauffeur allait vraiment vite. Donc il me dit, madame, ça va? Madame, ça va? Il dit, toi, contente-toi de rouler, on va arriver. Regarde devant. Et le chauffeur, il allait vite parce que quoi? Parce qu'il avait peur que vous accouchiez dans le taxi ou il voulait vraiment... Certainement qu'il avait peur. On va arriver. Dis-toi, contente-toi de rouler, on va arriver. OK. Donc on arrive. Je descends du taxi, je dis, mais est-ce que tu as pris mon sac? Elle dit, mais il faut qu'on avance. Je dis, non, il y a mes chaussures qui sont restées dans la voiture. Le personnel de l'hôpital, ils ont vu une dame, on m'a mis dans un fauteuil roulant. Je me suis assise. Dès que je me suis assise, paf. Donc, heureusement que la... Mais paf quoi? L'enfant est sorti. Non, pardon, excusez-moi, pardon. Non, il faut que je comprenne. On s'assoit. En bas, là, c'est en bas. C'est posé, là. L'enfant est sorti comment? J'avais porté une longue robe. J'avais porté une longue robe, donc je me suis mise à l'aise. Mais dès que je me suis assise, une forte pression, l'enfant est sorti. L'enfant est sorti. Donc, alors, l'enfant est sorti, l'enfant sort, parce que moi, j'essaie de voir concrètement, il se passe quoi? L'enfant sort, il tombe par terre? Non, pas du tout. Parce que quand je suis rentrée avec une difficulté, il y avait une dame qui me suivait. Quand l'enfant est devant elle, elle a juste mis ses bras pour le réceptionner. Désolée, pour le réceptionner. Quand il est sorti, mes douleurs se sont... C'était terminé. Terminées. Donc, j'étais soulagée. Wow. La dame, elle a pris l'enfant, elle a coupé le cordon, elle a pris et elle est rentrée. Tonton sage-femme, si on se retrouve dans cette situation, donc on est enceinte et puis là, on se retrouve on n'est pas forcément à l'hôpital. On est dans la voiture, on est je ne sais où et puis il faut pousser, bébé va arriver. À quoi on doit faire attention? Il faut savoir que généralement, les accouchements qui se produisent de manière inopinée sont des accouchements qui se déroulent bien. Donc si jamais ça arrive, ça se produit, on ne perd pas son sang-froid, on garde son sang-froid, on essaie comme on peut, comme elle a fait, la dame, d'attraper le bébé. Et puis, dans un premier temps, si on ne sait pas les soins à faire, on le garde contre soi. On s'assure bien sûr que les narines soient dégagées pour qu'il puisse respirer, mais on le garde contre soi en attendant les premiers soins. D'accord. Donc, ce que j'allais dire, c'est pour ça que j'avais posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il y avait bien quelqu'un pour réceptionner le bébé? Parce que quand il sort là, c'est pas comme dans les films où il sort tout propre, tout machin. C'est quand même assez glissant. Donc, il faut quand même pouvoir le réceptionner. Il faut pouvoir le réceptionner. Alors, même si on n'y arrive pas, avec le cordon, il ne pourra pas aller plus loin. Il sera freiné par le cordon. Donc, voilà, ça laisse aussi l'occasion de le rattraper. D'accord, très bien. Césaria, vous avez eu, c'était pour Alicia, ou elle est arrivée oui, comme ça? Racontez-nous. J'ai pas eu de contraction la veille, rien du tout. Je suis levée le vendredi, j'ai fait le ménage, je suis sortie, je suis rentrée, je me suis lavée, je me suis couchée. Normalement, jusqu'à 4 heures, il n'y avait rien du tout. Bon, généralement, je me réveille vers 5h, 5h30 pour prier. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu mal au ventre et tout. Bon, comme ce n'était pas mon premier accouchement, je me suis dit que peut-être que ce n'était pas loin. Voilà, ça devait être peut-être de façon imminente, peut-être d'ici le soir ou demain, tout au plus. Comme je suis chrétienne catholique, j'ai fait le chapelet une fois, ça a commencé. Les contractions ont commencé à s'accélérer et tout. J'ai refait un autre chapelet. Un troisième là, je crois que c'était bon. J'ai pris mon sac, je l'ai mis à côté, j'ai réveillé ma mère et je lui ai dit, je crois que là, ça y est, il faut y aller. Elle me dit, non, tu t'es lavé? Je dis oui. Elle dit non, c'est pas encore le bon moment. Tu t'es brossé les dents? Je dis oui. Elle me dit non, si tu as des contractions, que tu arrives encore à te brosser les dents, annoncer que tu ne vas pas accoucher maintenant. C'est parti, elle s'est lavée, ma petite sœur s'est réveillée. Oui, ça va, ça accélérait, mais moi je me suis toujours dit que peu importe le degré de douleur, je ne crie pas. J'essaie de supporter au maximum, je ne crie pas, je garde tout pour moi. Mais alors, vous ne criez pas, mais par contre, vous sentez vraiment que la douleur est forte. La douleur est vraiment intense, mais j'essaie de me maîtriser, de gérer ça. Je l'ai réveillée, après elle s'est lavée, elle a pris tout son temps parce qu'elle se disait que comme je ne criais pas, que j'avais bonne mine,
c'est que je ne sentais pas encore vraiment la douleur, que quand on veut vraiment accoucher et que c'est vraiment le moment là, on crie, on est dans tous ces états et tout. Donc j'ai commencé à sortir pour marcher, pour arriver devant la porte. Et là, j'ai commencé à sentir une pression. Je sentais que l'enfant était en train de descendre. Et je lui ai dit, non, maman, c'est bon, il faut y aller. Elle me dit, non, attends un peu. Tu vas aller fatiguer les gens à l'hôpital là-bas, tout ça là. Attends, il faut attendre, ça va bien arriver. Quand c'est arrivé, là, moi, je prenais. Toi, tu as accouché par césarienne, moi, j'accouche par voie basse. Ce n'est pas la même chose. Elle m'a dit, non, toi, tu vas accoucher, tu es sereine comme ça, tu t'es brossée, lavé, peigné, cheveux, tout ça. Et puis, tu te parfumes. Non, ce n'est pas encore le moment, attends. Vous m'excusez, mais j'ai vomi, j'ai transpiré, tout et tout. Elle a vu que là, ça commençait à devenir sérieux. Elle dit, non, comment ça? Je vais chercher ton sac. Je lui dis, non, viens, pardon, l'enfant est en train de descendre. Elle me dit, comment ça? Tu dis quoi? Elle a eu à peine 2 secondes le temps de réaliser qu'elle est sortie là, comme ça. J'étais devant la porte. Vous étiez au bord de la porte, vous étiez debout, vous étiez à... Oui, non, j'étais debout. Vous étiez debout? J'étais debout, oui. J'étais debout, j'étais tellement... Oui, et l'enfant est sorti là, comme ça. Et donc, elle a fait comme ça? Elle a fait juste ça, oui. Sinon, elle allait tomber, se cogner la tête contre le rebord de la porte. Là. Et donc, le cordon ombilical, qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle ne savait pas comment couper et tout ça. Donc, elle a laissé comme ça. Elle m'a demandé de tenir la petite, de l'emballer pour ne pas qu'elle prenne froid. Alors, je vais juste poser une question à tonton sage-femme. À quel moment on sait que c'est le moment, c'est qu'il faut y aller, c'est le moment d'aller à la maternité? C'est vrai que pour un premier bébé, on dit aux dames, observez comment le corps va réagir. Donc, ce n'est pas la peine de venir aux premières contractions. Il faut attendre qu'il y ait 2 contractions par 10 minutes, donc une contraction toutes les 5 minutes pendant au moins 1 heure à 2 heures. Donc, généralement, c'est ce qu'on conseille aux femmes. Mais le titre de l'émission, il est bien trouvé parce qu'il y a des cas insolites, justement, où l'accouchement n'obéit pas à ces règles communes qu'on a l'habitude d'observer. Justement, une fois elle vous a assise, qu'elle a recouvert le bébé d'un pagne pour, je suppose qu'il n'est pas froid et autres, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, elle court chercher un taxi pour m'emmener à l'hôpital immédiatement. Là, je peux dire qu'elle a fait le tour du quartier, parce que quand les taximètres viennent, et puis ils voient, quoi, elle a accouché? Ah non, non, elle risque de saluer ma voiture, et puis il a affaire de bébé là, non, non, non. Non, enfant des gens, non. Donc, elle allait appeler un de ses frères qui était dans le quartier. Il est rentré dans sa voiture, il a pris sa chemise, il a accroché, il dit, mais monte, on va y aller, tout ça. Donc, j'ai commencé à avoir mal au ventre parce que c'était juste l'enfant qui était sorti. Il y avait encore le placenta et tout. Et puis, pendant l'expulsion, j'ai eu une petite déchirure. Dites-moi, tonton sage-femme, entre le moment de la délivrance, quand on a donc expulsé le bébé, combien de temps on peut attendre avant de couper le cordon ombilical et de sortir le placenta? Les professionnels coupaient le cordon très tôt. Et puis, il y a plusieurs études qui ont été faites qui ont montré que de laisser 60 secondes avant de couper le cordon chez un bébé qui va bien, qui ne présente pas de signes d'asphyxie, de souffrance, c'est profitable pour le bébé. Ça lui permet de bénéficier encore de nutriments de la mère. Et donc maintenant, on est plutôt à couper le cordon au bout de 60 secondes. Maintenant, dans les cas d'accouchement insolite, là, ma foi, on est obligé de laisser le cordon jusqu'à ce que des soins adéquats soient prodigués. Dans une situation où on n'a pas d'hôpital à proximité, où on tombe sur des taximètres qui ne veulent pas nous véhiculer, on est bloqué. On ne peut pas laisser la maman comme ça avec le placenta et le cordon. On fait comment? Il faut essayer de faire avec les moyens du bord. On peut par exemple désinfecter des ciseaux si on en a à la maison, et avec des ficelles faire des garrots au niveau du cordon pour isoler une partie et ensuite clamper le cordon. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire dans la brousse. Donc là, on le fait de quel côté? Du côté de la maman ou du côté du bébé? Alors, il faut clamper de deux côtés. Une fois du côté de la maman, une fois du côté du bébé, et puis sectionner entre les deux. Ça peut se faire avec une pince à linge ou il vaut mieux utiliser une ficelle pour bien... On peut faire une pince à linge, avec une pince à linge, une ficelle, enfin, tout ce qui va pouvoir bien arrêter la circulation sanguine. Voilà, bien. D'accord. Une fois qu'on a coupé, on fait quoi? On attend que le placenta sorte. Il sort tout seul, normalement? Normalement, il sort tout seul. Mais par moment, il ne sort pas tout seul. Donc, c'est là où on a besoin de l'expertise de la sage-femme, du gynécologue pour réaliser la délivrance. Combien de temps, en général, il faut attendre pour que le placenta sorte? À l'hôpital, on attend une vingtaine de minutes. On peut attendre même jusqu'à 30 minutes. Après ça, on va aller chercher le placenta. Donc, la recommandation, c'est si on se retrouve dans une zone isolée, le temps, justement, qu'on trouve une solution, on peut déjà couper le cordon et puis voir si le placenta sort. Mais dans le cas où le placenta ne sort pas et qu'on est vraiment dans une situation d'urgence, il faut aller le chercher. Si on sait
qu'il y a un professionnel de santé qui va arriver, ce n'est pas la peine de se précipiter à couper le cordon. Voilà, On peut le laisser, ce n'est pas grave. D'accord. Mais si on n'a vraiment pas d'autre solution, là, à ce moment-là, on peut essayer de faire comme on a dit, hein, désinfecter un objet tranchant, voire en acheter un et puis couper le cordon. Alors, pour vous, Laura, est-ce qu'il y a eu des petits... donc, une fois que vous étiez quand même à l'hôpital, on vous a monté, je suppose, dans votre chambre. Est-ce qu'il y a eu des petits bobos, des petites séquelles? Comment ça s'est passé après? Vous avez dit qu'une fois que le bébé est sorti... Le gynécologue m'a juste dit, il m'a dit comme l'accouchement s'est fait facilement, un peu trop facilement, il m'a injecté un produit. Il dit parce que il peut avoir des hémorragies. Ah. Il dit il peut avoir des hémorragies. Donc, il m'a injecté un produit. Donc, il s'est resté couché pendant 2 heures de temps. Il a fait ça en perfusion. C'était quoi? Vous savez ce que c'était? C'est l'ocytocine. C'est de l'ocytocine. L'ocytocine, on connaît. On Non, connaît bien. tranquillement. Cette ocytocine, c'est même ça qu'on donne quand on a besoin de déclencher... C'est un médicament qui est utilisé aussi pour les déclenchements. Parce que quand on a un accouchement rapide, Oui. on a souvent des hémorragies parce que l'utérus, juste après l'accouchement, il reste flasque. Donc on a des hémorragies, on dit par atonie utérine. Et donc le syntocinon, l'ocytocine, qui est un utérotonique, va aider l'utérus à se contracter et donc à résorber les saignements. Donc c'est ça, voilà, ça fait mal. D'accord. Et vous, Césaria, alors vous expliquez que vous avez eu une déchirure, donc quand vous avez accouché, elles ont dû vous recoudre. Alors. Oui, bon. Elle m'a demandé de me relever, cambrer légèrement, de pousser pour pouvoir expulser le placenta et tout, ce que j'ai fait. Et là, bon, comme on dit dans leur jargon, elle m'a nettoyé et tout. Elle me dit, ah, il y a une petite déchirure, tiens. J'ai dit, ah, encore une fois, parce que j'avais déjà eu une déchirure pour la première. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Apparemment, l'anesthésie n'a pas duré, hein, parce que j'ai bien ressenti le mal et tout ça. Donc, je lui ai dit encore, elle me dit, non, c'est pas comme la première fois, là. Cette fois-ci, là, c'est une toute petite déchirure. Je dis, ah, où votre petit là? Elle me dit, non, ça ne va pas faire mal, je vais faire une anesthésie. L'anesthésie, la dernière fois, ils ont fait là, ça a pris un peu. Puis arrivé à un moment donné, là, et donc tu voyais qu'elle dit, ah, je ressentais... Et puis elle dit, non, tu ne cries pas. Je lui ai dit, non, mais même si je crie ou je ne crie pas, ça ne change rien, c'est la même douleur. Le fait de crier, c'est envoyer un signal à l'autre qu'il sache qu'on est en état de souffrance. Juste pour info, comme ça, hein. C'est pas juste pour le plaisir. Je ferme la Parce que parenthèse. généralement, les sages-femmes, là, quand tu cries, là, parce qu'elles te disent, ah non, non, on ne crie pas ici, hein. On ne crie pas ici. Il y a d'autres sages-femmes qui ne sont vraiment pas gentilles, hein. Je vous le dis, elles ne sont pas gentilles. Elles te disent que toi, tu ne savais pas que quand tu voulais faire un enfant, là, ça faisait mal. C'est si tu as venu crier. Donc, tu vas alerter la population. Quoi. Non, non, il faut attraper. Hein. C'est ça, on dit femme. Là. Attrape ton cœur. Attrape ton cœur. Voilà, c'est ce que les gens disent. Donc, elle vous a recousu. Et puis après, tout est revenu en place, oui. Impeccable. Bon, j'ai ressenti quelques douleurs après, ce qui est tout à fait normal. Et bon, j'avais un peu de vertige et tout. Mais j'ai demandé à voir mon enfant parce que quand elle est sortie, je ne l'ai pas entendue pleurer. La sage-femme est entrée, elle a dit, madame, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Ah non, là... Là, c'est tout. Il y a un problème. Là, il y a quelque chose. Parce que depuis là, je ne vois pas mon enfant, non seulement elle ne pleure pas, rien du tout. Et puis là, on appelle la maman à côté. Elle demande, il y a un problème. Elle dit, non, madame, venez. Ah non, là... Non, non, je veux voir mon enfant. Elle dit, non, il faut te coucher d'abord, on va envoyer ton bébé là. Elle n'a rien, c'est une fille, elle est jolie, elle est là-bas. Elle dit, non, je veux voir mon enfant. Elle dit, bon, d'accord. Elle a appelé, je crois, une fille de salle ou quelque chose. Ils m'ont mis dans une chaise roulante. Ils sont allés, je l'ai vue. Je lui ai dit, mais pourquoi elle ne pleure pas? Est-ce que vous êtes sûr qu'elle respire bien? Elle dit, non, elle respire bien. Elle dit, non, envoyez-la. Donc, je l'ai pris, je l'ai mise, elle dit, ah, elle respire. J'ai touché son cœur bat bien. J'aimerais savoir, Césaria, vous-même, vous ne pleurez pas. Vous faites une fille, elle ne pleure pas, vous posez des questions. Je pose des questions. C'est ça. Elle fait comme ça, maman. Elle fait pareil. C'est ça. Ah non, mais c'est formidable. Hein. Vous voyez, c'est deux magnifiques femmes qui ont accouché chacune de façon bien différente, insolite. Une dernière question à vous poser, tonton sage-femme. Quand on accompagne une femme, on est papa ou une tante ou une amie, on se retrouve dans la situation comme ça, comme la maman de Césaria, où on sait que là, il arrive le bébé. On doit faire attention à quoi? On voit bien dans les deux situations que les personnes accompagnantes ont eu le réflexe d'attraper le bébé. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que même s'il y avait le stress, il y avait toutes les angoisses, les personnes ont réagi positivement. Si le cordon reste en place avec le bébé sur la maman, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Il peut rester comme ça, le bébé, contre sa maman bébé, au chaud, voilà, en attendant les premiers soins et puis se rendre à l'hôpital.
Très bien. Mais écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé cette émission touchante de voir ces femmes qui sont battantes, qui accouchent assises ou bien qui accouchent sur le pas de la porte sans pleurer ni quoi que ce soit jusqu'à la fin, qui sont recousues comme ça à vif. C'est formidable, on est super fortes. Par contre, j'ai un petit message que j'adresse à ces sages-femmes qui sont dans les maternités ou nos mères, là, nos tantes là. C'est pas parce que vous avez souffert que c'était dur qu'il faut être dur avec nos sœurs. D'accord? Donc, si on pleure, c'est pas parce qu'on aime pleurer, hein, c'est que ça fait mal et que certaines fois, ça fait du bien de pleurer pour décharger un peu. Et puis, effectivement, oui, on savait que ça fait mal quand on a fait la chose. Oui, on savait. Et puis, vous êtes là pour nous aider, vous n'êtes pas là pour nous faire peur comme ça. Voilà, c'est dit, c'est envoyé. Merci beaucoup, Laura et Césaria d'être venus. Merci, tonton sage-femme. Vous êtes le bienvenu dans la maison des maternelles d'Afrique. Ça fait toujours plaisir. Voilà, d'être un homme qui parle de maternité. J'aime ça. Alors maintenant, je vais recevoir une femme inspirante, mais avant ça, la récré. C'est Ladybug, c'est quelqu'un, c'est juste des zéros qui sauvent Paris. Quand j'étais petit, j'aimais la Reine des Neiges, mais quand j'ai grandi, c'était trop petit pour moi. Flash McQueen et Spider-Man parce qu'ils sont cool. J'aime Mulan parce qu'elle est courageuse, elle n'a peur de rien et elle n'est pas vraiment du genre à être frimeuse. Bonjour Sylviane. Bonjour Angela. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous savez que cette rubrique, je l'aime beaucoup parce que c'est une rubrique où on met en valeur la femme, des femmes inspirantes qui nous marquent. Alors vous êtes maman déjà. Oui, j'ai 2 garçons. 2 garçons, donc c'est bourré de testostérone à la maison. Exactement. Ils ont quel âge? L'aîné a 20 ans et le cadet a 19 ans. Ah là là, donc je sais que vous avez eu une période où vous exerciez une certaine activité et puis vous avez changé ou c'est l'inverse? Je travaille pour un organisme international. D'accord. Et je suis coach financier en même temps. Alors justement, quand vous travaillez pour cet organisme international et vous aviez vos enfants en même temps, Oui. Comment est-ce que vous organisiez? J'ai pu compter sur ma famille, j'ai pu compter sur les nounous aussi, donc j'ai beaucoup délégué. J'ai mis une organisation en place, ce qui m'a permis donc de gérer la famille et le travail. Mais alors qu'est-ce qui vous a emmené à aller vers le coaching financier? Déjà, ça consiste en quoi? On vient en aide aux femmes qui ont des problèmes pour gérer leur argent, des femmes qui ne savent pas comment gagner de l'argent ou alors des femmes qui ne savent même pas comment faire fructifier leur argent. Vous parlez des femmes qui dépensent les argent des autres? Ou bien, quelle femme exactement? Non, je parle des femmes, non, je parle de toutes les femmes. D'accord. Je parle de toutes les femmes. Donc concrètement, ça consiste en quoi? Si vous deviez me coacher, comment vous feriez? On essaie de voir ensemble, de faire une évaluation, de D'accord. voir financièrement où est-ce que vous en êtes. Si vous avez des problèmes de dette, si vous avez des problèmes de gestion d'argent, si vous ne savez pas comment gagner de l'argent. On essaie ensuite de trouver des solutions. On vous aide à mettre ces solutions en place et on vous fait un suivi jusqu'à que vous retrouviez une liberté financière. Ce n'est pas forcément adressé à des entreprises, à des femmes entrepreneurs, c'est aussi pour des femmes, ça peut être aussi des hommes en fait. Non, je m'adresse surtout aux femmes. Aux femmes. Pourquoi Parce la que, femme alors? Pourquoi la femme? Parce que de par ma profession, j'ai vu que dans le domaine financier, l'industrie de la finance s'adresse particulièrement aux hommes. Et les femmes étaient laissées pour compte. Je me suis rendu compte que les femmes et les hommes ont des approches différentes au niveau des finances. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, en tant que femme d'abord, de m'occuper spécialement des femmes. Quelle est la différence d'approche entre l'homme et la femme? Alors l'homme, il est self-centered, comme on dit. Lui, c'est gagner de l'argent, avoir un ego, tandis que la femme, elle pense à sa progéniture, elle pense à sa famille, au bien-être de sa famille. C'est tellement vrai. Et c'est ce que les banquiers n'arrivent pas à proposer comme solution. Je suis vraiment ravie de vous avoir reçu, surtout en fait pour cette activité. Est-ce que c'est quelque chose qui est très pratiqué? Vous êtes ivoirienne. Je Est-ce que suis c'est très ivoirienne. pratiqué en Côte d'Ivoire ou bien c'est quelque chose que vous lancez? C'est quelque chose que je lance. Je pense même que dans le domaine coaching financier,
Je suis l'une des pionnières. Ah oui. On ne trouve pas de femmes coach financiers, on trouve des hommes. On ne trouve pas de femmes, donc je pense que je suis une des pionnières. C'est un peu dur parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu, hein. En général, quand on parle de finances aux femmes, c'est les relations qu'elles ont avec les banques. C'est ça. Tandis que le coaching financier va au-delà de la relation avec la banque. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une relation qui dure sur un certain temps ou bien c'est quelque chose de ponctuel? Alors, c'est un accompagnement. D'accord. Alors, on a le choix, soit c'est des formations que l'on donne, ou alors ce sont des conseils privés que l'on donne, adaptés à chaque cas Et à une situation donnée. Et à chaque situation donnée, voilà. C'est excellent. On va trinquer. Merci d'être venu.